Donc, mon intervention s'appelle Détection des menaces cyber, cas pratique d'amélioration par IA. Donc, je vais faire quelque chose un petit peu technique. Hein, ça va être un petit peu technique, pas trop. Et puis, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à la fin. Je vais me présenter en 2 mots. Donc, Eric Friès, je suis le fondateur d'Alentis. Désormais, nous sommes une entreprise qui appartient à Framatome, groupe EDF. Donc, on fait partie d'une offre globale qui s'appelle Framatome Cybersecurity. Et dans le cadre de cette offre, notre métier chez Alentis est de faire à la fois des systèmes de détection. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect particulier de nos systèmes de détection, et également de faire des systèmes de visibilité, mais ça c'est une autre ligne de produits, les systèmes de visibilité. Hein. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Notre métier avec nos systèmes de détection, c'est de faire d'une part de la détection périmétrique et de la détection en profondeur. La matière sur laquelle nous travaillons, c'est uniquement les flux que l'on va pouvoir voir passer sur des réseaux. D'accord? Donc, le principe de nos systèmes, ça va être d'être connecté physiquement à une infrastructure réseau par différents moyens, soit à partir de boîtiers tables, soit directement sur vos routeurs et vos switches. On va capturer de la donnée, on va l'analyser en temps réel, et on va essayer de détecter des choses à partir de cette matière. Donc, on va travailler sur de la reconnaissance protocolaire, sur de l'analyse de contenu, et on va voir ce que l'on peut en tirer. En termes d'installation, ça va être soit à partir de machines virtuelles, soit à partir de machines physiquement installées sur votre infrastructure. On va récupérer de l'information, et on va voir, avec différents types d'algorithmes, ce que l'on peut en tirer. Je vous montre rapidement l'architecture d'installation, que vous compreniez de quoi je parle. Alors, vous imaginez ici, vous avez votre infra. Votre infra est ici. Ici, un environnement externe. Donc, un environnement externe va être considéré comme hostile. On va récupérer de l'information par différents moyens de connexion. Ici, vous voyez des boîtiers d'interception, mais ça peut être directement vos routeurs ou vos switches qui nous envoient l'information. Ici, des sondes d'analyse et des systèmes centraux de communication avec les sondes d'analyse qui, elles, vont contenir un module d'IA dont je vais vous parler aujourd'hui, MindAI, qui est le système d'IA que nous avons développé. Le principe de fonctionnement, ici, votre trafic, analysé en temps réel, production, ici, production déjà d'alertes et d'événements. Ces alertes, ces événements et les métadonnées sont envoyés en temps réel à un manager central qui fait des post-traitements. D'accord? Donc la production d'événements et d'alertes est faite par des sondes indépendants du système de post-traitement. Et tout l'ensemble fonctionnant en temps réel. Hein. La problématique, alors c'est quoi la problématique? Quelle est la problématique? C'est la suivante. C'est qu'en fonction de la manière dont vous allez configurer un système de ce type-là, il va générer plus ou moins d'informations, plus ou moins d'alertes. Donc là, il y a différentes politiques possibles. On peut configurer cet équipement pour qu'il génère peu d'événements, peu d'alertes, c'est un choix, d'accord? Mais il y a une autre politique qui est de dire on va configurer cet équipement pour qu'il génère énormément d'alertes, énormément d'événements. Donc vous allez avoir un signal qui comprend du bruit, d'accord? Et tout le but, l'objectif du module d'IA, ça va être de séparer, évidemment, le signal du bruit, vous l'aurez compris. Donc, comment fonctionne? La problématique, c'est que notre système, par un mécanisme de signature de détection, va générer une masse d'informations très importante, hein, aussi bien en métadonnées qu'en génération d'alarme. Je vous donne un ordre de grandeur.
je vais vous montrer rapidement des vues qui vous montrent concrètement ce que ça donne sur un écran. Sur un site de taille modeste qui a quelques dizaines de serveurs ou quelques dizaines de postes, en 24 heures, en exposition Internet, vous avez plusieurs milliers d'alertes ou plusieurs dizaines de milliers d'alertes en 24 heures. D'accord ? Là-dedans, il peut y avoir des attaques sérieuses et énormément de bruit. Donc, des taux positifs, des taux de faux positifs importants. Vous pourriez me dire, mais pourquoi ces systèmes sont configurés pour générer autant d'alertes et autant d'événements ? Ben, c'est très simple, c'est que le bruit est intéressant. Le bruit en lui-même constitue une information intéressante dont on n'a pas forcément envie de se passer. Un faux positif, ce n'est pas une information qui manque d'intérêt. Notamment, on peut associer un taux de faux positifs à chaque actif du réseau et voir comment ça évolue dans le temps. C'est une partie du travail qu'on va faire. C'est ce que je résume ici dans ce petit boulet, vous voyez. Tout doit être conservé, même ce qui de prime abord ne paraît pas intéressant, pour pouvoir éventuellement être analysé postérieurement. Les SOC et les équipes d'analyse, vous le savez, ont un fort besoin de gestion des priorités. Et donc, il faut quand même si on retient toute l'information, être capable de faire ressortir très rapidement ce qui est important. Ça va être le rôle de MindAI de séparer le signal du bruit. Ensuite, il y a une autre problématique, c'est est-ce que notre mécanisme de détection par signature, est-ce qu'il a tout vu? Est-ce qu'une analyse qui va s'appuyer sur des métadonnées, sans s'appuyer uniquement sur l'analyse de contenu, ne peut pas voir des choses qu'on n'aurait pas vues par analyse de contenu? Voilà la problématique. Alors, comment on va traiter ça? MindAI, c'est un système d'IA qui s'appuie sur trois concepts. Alors, comme vous le savez, l'IA, c'est devenu un mot valise. Tout le monde fait de l'IA maintenant. Partout, là, tous les gens, là, ils font tous de l'IA. Nous, on est dans une famille d'IA qui est une famille d'IA qu'on va dire déterministe. On n'est pas dans les LLM, on n'est pas dans l'analyse du langage. D'accord? Donc, on est sur des techniques d'IA qui existent depuis des dizaines d'années et qui sont remis à la mode par le mot valise. 3 piliers dans notre module. Un pilier de clustering, dont je vais vous détailler le fonctionnement. Un pilier dit par analyse de loi normale. Et un pilier par entraînement externe. À la limite, ce qui serait le plus proche de l'IA tel qu'on en parle dans la presse, ce serait l'analyse par entraînement externe. Et ces trois mécanismes peuvent être utilisés simultanément ou débrayés en fonction du contexte et de ce que veut faire, notre client. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne chacun de ces 3 modules. Alors, le premier module, je vais commencer par vous parler de celui-là, c'est le module par loi normale. Le module par loi normale, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent. On va examiner le fonctionnement normal sur un certain nombre d'indicateurs de métadonnées et on va déclencher une alerte quand on s'écarte d'un certain nombre d'écarts types pour chacun de ces indicateurs par rapport au fonctionnement habituel. Alors ça va nous être extrêmement utile pour faire du filtrage. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'alertes, on va dire, oui, ok, bon, c'est une alerte, mais on voit que c'est un fonctionnement qu'on avait déjà vu par le passé. Donc c'est quelque chose de régulier, votre système ne s'est pas écroulé, ça fait des mois qu'on voit ce bruit, donc il n'y a aucune raison de le traiter comme une alerte. Et là, on fait un filtrage et on réduit très fortement le taux de faux positifs. Les 2 autres modules que vous voyez ici sont des modules, au contraire, de génération, qui vont générer des alertes. Le premier module, et le plus pointu, c'est le module dit par clustering. Alors, le clustering, en quoi ça consiste? Eh bien, on va essayer de placer chaque événement dans un espace vectoriel à n dimensions. Donc, actuellement, on travaille avec n égale 8, un espace à 8 dimensions. Et
on observe qu'il y a des clusters qui se forment, c'est-à-dire des groupes dans l'espace à 8 dimensions dans lesquels se situent les événements de manière habituelle, on va dire. D'accord ? Et on constate aussi qu'il y a certains événements qui sont en dehors des clusters. Et donc, le mécanisme ici va nous permettre de pointer sur des événements qui ne sont pas dans un cluster habituel. Alors, on peut constater qu'un cluster, tout d'un coup, se forme. Mais ce qu'on constate plus souvent, c'est des événements qui sont en dehors de tout cluster. Et cela, on va dire, là, potentiellement, il y a un problème. Et là, MindAI ne va pas travailler en filtrage, il va générer un événement. D'accord ? Le mécanisme de clustering. Alors ça, c'est un mécanisme qui est utilisé par beaucoup de nos confrères. Hein. On n'est pas les seuls à faire ça. Ce qu'il y a, il faut évidemment choisir les bons paramètres, les bonnes dimensions, puisque ce sont des processus qui sont très consommateurs de ressources de calcul. Et c'est difficile à ajuster. Il faut trouver la bonne recette. Hein. Alors, comment ça fonctionne ? Toutes les 10 minutes, on fait une image spatiale de ce qui se passe. Par exemple, on va dire aujourd'hui, on est mardi, sur une certaine tranche de temps de 10 minutes. Bon, on a tous les événements sur cette tranche de temps et on va la comparer à une vue témoin des 10 minutes le mardi sur des mardis précédents. D'accord ? Et on va remonter dans le temps, dans les anciens événements, pour avoir une image témoin qui porte sur environ 10 fois plus d'événements que ceux des 10 minutes actuelles. Hein ? Voilà. On compare les deux et on regarde les écarts. Donc vous voyez, là, on est dans un mécanisme de génération d'alertes, alors que ici, MindAI est dans un mécanisme de filtrage des alertes. Enfin, troisième pilier. Le troisième pilier, c'est l'analyse par entraînement externe. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. À l'extérieur de notre système, hein, donc c'est-à-dire à l'extérieur de cet environnement-là, vous voyez, on va entraîner un moteur sur des attaques que l'on a sous forme de fichiers PCAP. Donc on entraîne un moteur extérieur sur des attaques de fichiers PCAP, on voit comment nos moteurs devraient réagir et on réinjecte ce modèle dans ici. Comme ça, MindAI peut comparer la manière dont il réagit à la manière dont il est attendu qu'il réagisse à partir de l'entraînement externe. Alors, c'est un petit peu moins riche parce que les attaques, là, il faut avoir énormément de types d'attaques différentes en entraînement pour que ce soit pertinent. Voilà. Mais ça fonctionne aussi. Alors, cas réel maintenant. Tout ce que je viens de vous dire, quel est le résultat? Là, vous voyez un des écrans de QE-Secure. Le produit s'appelle QE-Secure et MindAI est un module autonome de QE-Secure. Ce que vous voyez ici, c'est un site, un des sites d'Alentis où il y a une quarantaine d'adresses IP, hein, d'accord? Sur ce site qui se situe en province. Et vous voyez ici, sur une durée d'une journée, vous voyez le nombre d'événements, c'est-à-dire le nombre de flux et le nombre d'alertes qui a été généré. Vous voyez qu'il y a 5000 alertes, 5600 alertes qui ont été générées sur 24 heures glissantes. Hein, c'est 24 heures glissantes. Et vous voyez combien MindAI en sort? Une. Voilà, un type d'efficacité. Alors, là, je montre un exemple, un bel exemple. Ce n'est pas toujours comme ça. Il aurait pu en sortir 5 ou 6. Mais vous voyez, le taux de réduction est extrêmement fort. Hein, et c'est ce qu'on recherche. Alors, ça ne veut pas dire que les autres alertes ne sont pas intéressantes. Mais celle-là, il faut regarder ce que c'est. Hein, d'accord. On considère que c'est le signal et que le reste, c'est du bruit. Hein, OK. Bon, typiquement, sur 1 millier d'alertes, on va en sortir quelques-unes, au maximum à regarder. Hein. C'est un peu le ratio. Hein. Ce n'est pas toujours une pour 5000, il faut que je sois honnête avec vous. Hein. OK. Alors, et une fois que vous êtes là, bon, vous disposez de toutes les possibilités d'investigation classiques, hein, donc vue de détail, vous voyez, vue de détail de l'alerte. Donc on va vous dire d'où ça vient. Là, apparemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une IOC. Si vous voyez une tête de mort ici, ça veut dire qu'il y a une IOC qui a été détectée. Et vous avez toutes les informations de géolocalisation
et surtout toutes les informations sur l'alerte. Et vous pouvez disposer d'une cartographie de reconstitution de kill chain. Hein, voilà. Alors, bon, vous avez compris le mécanisme de réduction, hein, je vous le remontre. Hein. Vous voyez 3 modules, un module de filtrage, 2 modules de génération. Donc en fait, dans notre système, qu'est-ce qui génère des alertes? Eh bien, le moteur, on utilise Suricata comme moteur, Suricata Yara. Hein, c'est les 2 moteurs de génération qu'on utilise, qui sont des canons à événements, ça. Hein. C'est-à-dire, plus on leur donne de signatures de détection, plus le système crache des événements et des alertes. Et on a dans MindAI, qui fonctionne donc en temps réel, juste après qu'il ait reçu toute cette masse d'événements, lui-même génère des événements, d'accord, par le mécanisme de clustering et par le mécanisme d'entraînement externe, et en plus, il fait un filtrage d'analyse pour réduire le bruit. Hein. Voilà le principe de fonctionnement. Je vous évoque rapidement les thèmes de recherche qu'on a sur MindAI. Le LLM, bon, c'est sympathique, mais on n'y croit pas trop. Donc, on est en train de perfectionner le mécanisme de clustering, ça qui est un mécanisme extrêmement puissant. C'est surtout là-dessus qu'on travaille actuellement, hein, le perfectionnement du mécanisme de clustering. Voilà, il est 26. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Et je crois qu'on peut déjà vous applaudir parce que vous faites ça le comble. Tout le monde a écouté, j'allais dire religieusement, en tout cas, votre présentation. Alors, je pense qu'effectivement, il va y avoir des questions. Je vous écoute. Je me suis un peu lancé là. Ne me faites pas démentir. Voilà. On a une salve de questions là-bas. Et en plus, vous me faites marcher. C'est pas très sympa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur à quoi sert exactement le bruit dans tous les faux positifs? Oui, ça, oui, tout à fait. Bah, si vous voulez, le bruit, il nous sert à nous. Il nous sert à nous en fonctionnement, je vais vous l'expliquer, et il peut vous servir à vous. Dans le bruit, même s'il y a des choses qui ne sont pas proprement parler des alertes, ça peut indiquer des mauvaises politiques internes. D'accord? Des mauvaises politiques internes, des mauvaises méthodes de développement, hein, qui introduisent dans le flux de données des choses potentiellement dangereuses, hein, qui ne vont pas l'être forcément à un instant T, mais qui peuvent le devenir. Hein. Voilà, premier point. Ça, c'est pour vous. Pour nous, en tant qu'éditeurs et développeurs de solutions, le bruit, c'est très intéressant parce que on associe statistiquement le bruit à chaque actif que l'on voit. Hein. Lorsqu'on fait l'analyse du flux, on voit des adresses IP voilà, qui dialoguent entre elles, ou des adresses MAC qui dialoguent entre elles. Et à chacune, on associe un bruit. Et on peut analyser la variation de ce bruit dans le temps. C'est-à-dire, une entreprise, un actif auquel on associe un certain type de bruit, ben, on s'attend à ce que ce bruit soit régulier. S'il y a une forte variation du bruit, là, on va déclencher. Là. On va dire, hein, ça fait partie des choses que MindAI va voir tout de suite. Hein. Donc le bruit, c'est important. Ce qui fait qu'il est intéressant de configurer les systèmes en génération maximale d'événements. On a une deuxième question. Merci. Oui, donc bonjour. Et à contrario, comment est-ce que vous faites du coup lorsqu'il y a de vrais négatifs, pour repérer les vrais négatifs? C'est-à-dire un événement qui pourrait paraître commun, donc normal, que vous filtrez vu le taux de filtrage que vous avez, mais qui, au fond, est réellement un événement qu'on aurait dû regarder. Ah bah, non, mais ça, on retombe dans... Donc, il est noyé dans le bruit. Hein. Vous avez raison. C'est un événement embêtant, mais qui est noyé dans le bruit, que nous, on a laissé dans le bruit. Bah là, on n'a pas été bon. On n'est pas infaillible. Mais d'où l'importance de tout conserver. Hein. Et nous, dans QSecure, vous avez des fichiers, j'essaie de vous les montrer.
Ah non, j'ai pas de fichier d'événements là, dommage. Le système conserve des fichiers d'événements intégraux de tous les événements et de toutes les alertes. Donc vous pouvez toujours remonter sur un événement, ils sont tous stockés. D'accord. Est-ce Tout que stocké. vous avez un taux de vrai négatif du coup en ce moment ou pas de Non, on n'a pas de l'outil? calcul, j'ai pas de calcul de taux de faux négatifs, là je peux pas vous dire, mais le faux positif sur MindAI, bah, on réduit, vous voyez, on est sur 1000 événements, on va en dégager quelques-uns, 4-5. Alors, une autre question du centre de la salle. Alors tout d'abord, merci pour la présentation. Dans votre présentation, je retrouve plusieurs éléments de langage en lien avec des sondes anti-intrusion, IDS, IPS. J'ai deux questions. Première question, est-ce qu'on pourrait dire que votre produit s'apparente au fonctionnement d'un IDS, IPS? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité de développer des signatures custom? Enfin, je me pose la question, en fait, est-ce que les signatures se basent sur des signatures récupérées sur Internet, enfin, sur une base de données de signatures? Oui. Ou est-ce que derrière, vous faites des signatures custom et en cas de vulnérabilité 0-day, comment on le gère? Est-ce qu'on vient customiser des signatures ou est-ce qu'on emploie d'autres méthodes pour venir Oui, contrer tout à fait. ces Bon, vulnérabilités? alors sur votre première question, IDS, IPS, en fait, nous, on est un système NDR, hein, dans la terminologie du Gartner, là, on est un système NDR, hein, puisqu'on peut générer aussi des réponses qu'on envoie à des API ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas en IPS parce qu'on n'est pas en coupure sur le système. Les boîtiers d'interception sont neutres. Et si vous le faites à partir de port miroir, on est neutre également par rapport au flux, hein. Donc on est à NDR. Bon. Par rapport à votre question sur les signatures, nous on livre à peu près entre les signatures d'IEC et les signatures de détection, à peu près 200 000 signatures dans le système qu'on livre, qui vont être activées. D'accord? Et vous pouvez à tout moment, en interface, en quelques secondes, rajouter une signature, très simplement, en mode regex, hein, voilà. Donc, tous les jours, vous pouvez vous approvisionner chez nous en signature mise à jour, hein, et puis vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Bon, les 0 days, il n'y a pas de solution, hein. Les 0 days, là, on arrive après la bataille, malheureusement, hein, voilà. On a de la place pour une dernière question. Alors, est-ce que l'aile droite est questionnante? Oui. La question que j'allais vous poser, c'est vous avez réussi à créer des clusters de comportements. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez des clusters de comportements que vous avez détectés et qui ne sont pas risqués, ou à l'opposé qui sont risqués, et que vous avez tout autour des clusters de comportements, par exemple, risqués, est-ce que vous faites l'analyse que c'est un autre cluster de comportements existe autour de ces clusters-là, vous allez le considérer comme un cluster de comportements risqués? Ou est-ce que vous faites cette comparaison entre des clusters de comportements proches les uns des autres? Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait, parce que, si vous voulez, le cluster à comportement risqué, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des événements qui potentiellement ont généré des alertes. Et oui. Donc, ils vont être tagués en alerte dans notre système, hein. Ils vont apparaître dans les 5000, là. Et MindAI, dans son filtrage, il n'y a aucune raison de les enlever. Et oui. Vous voyez le mécanisme, hein? Parce que MindAI a trois mécanismes. Un mécanisme de filtrage, un mécanisme de clustering et un mécanisme d'analyse par PCAP, en fait. Si vous avez un cluster d'objets risqués, pourquoi ils sont risqués? Il va être risqué soit parce qu'ils sont en dehors d'un cluster, bon ça on va tilter tout de suite, soit parce que c'est un nouveau cluster qu'on n'avait pas vu avant, donc on va considérer qu'il est à risque, soit parce que ce cluster regroupe des alertes qui ne sont pas filtrées et qu'on va estimer importantes. D'accord? Voilà comment on distingue un cluster à risque d'un cluster qui n'est pas à risque. Merci beaucoup pour ce nombre de réponses en live. Vous pouvez vraiment l'applaudir, Eric Priess.
Et je crois qu'on peut vous retrouver sur le stand D23, c'est ça? Voilà, nous sommes sur le stand D23 si vous voulez prendre rendez-vous pour avoir des démos ou pour avoir un système en évaluation chez vous. On vous prête des systèmes si vous voulez les évaluer. Merci beaucoup. À bientôt.